Manchester City fait-il toujours aussi peur? Bonjour à tous les socios, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau temps additionnel. Vous avez compris la thématique, on est avec Elton, on est avec Walid, on est avec Najim pour tenter de répondre à cette question et d'expliquer un petit peu ce qui se passe du côté de Manchester City. Alors oui, Haaland est toujours meilleur buteur, oui, Manchester City est toujours en course en Ligue des Champions et pour la course au titre de Première Ligue, mais il y a une stat elle fait mal, c'est que cette saison, aucune victoire pour les hommes de Pep Guardiola face à une équipe du top 5 de la Première Ligue. Alors on pose cette question, Walid, Manchester City fait-il toujours aussi peur? C'est vrai que c'est une question qui est importante et qui doit se poser, parce que moi je les imaginais très très forts dans cette course au titre et même dans cette Ligue des Champions, mais ça commence à devenir répétitif, et quand on voit le match qu'ils ont fait contre Arsenal, contre une très belle équipe d'Arsenal, en tout cas une équipe d'Arsenal compétitive, qui leur a donné une équation qui a été très très dure à résoudre pour Manchester City, ça commence à faire beaucoup, parce que même si on dépasse cette stat sur le top 5, même sur le match contre Manchester United où ils sont menés 1-0, où ils ont pas mal d'occasions, ils reviennent difficilement, et il a fallu un Foden qui se démultiplie, un Phil Foden qui se démultiplie notamment pour aller faire la différence, et on sent que le fameux rouleau compresseur de Manchester City ne fait plus aussi grande impression, on va dire, dans les gros matchs cette saison. Et est-ce que ça va continuer à se confirmer? Et si à la fin de saison, finalement, City n'est pas champion de Première Ligue, est-ce que ce sera une si grande surprise quand on voit la nature de ces matchs-là? On a vu le dernier match contre Liverpool, on a vu le match contre Tottenham où ça fait 3-3, on a vu le match contre Chelsea où ils étaient aussi en difficulté, où Chelsea, même s'ils ne sont pas dans le top 5, ils ont mis en difficulté cette équipe de City. Donc c'est vrai que moi, il y a des signaux qui, je ne vais pas dire m'inquiètent, mais qui m'interpellent en tout cas. Disons qu'on peut commencer peut-être à dire attention. Elton, comment on explique justement cette statistique? Parce que mine de rien, Manchester City est toujours dans une dynamique intéressante. Ils avaient un début de saison un peu compliqué, ils étaient revenus dans la course au titre. Et malgré ça, on est quand même ici à soulever ce genre d'interrogation. Après, ils avaient quand même bien démarré la saison, mais c'est vrai que sur l'automne, ils ont eu un passage de moins bien. Mais pour revenir à ta question, je pense que Manchester City inspire l'admiration, inspire le respect, parce qu'on parle d'une équipe qui est en course pour un 4e titre de champion d'Angleterre, ce qui n'est pas rien. Mais par contre, Manchester City n'inspire pas la peur. Et pour moi, c'est la principale information. Et je suis très content que Manchester City n'inspire pas la peur, parce que le fait de voir une équipe remporter 3 fois de suite l'APL, ça pourrait te laisser penser que ces équipes vont arriver avec une forme de soumission mentale. Et or, quand tu vois le Liverpool de Klopp, il n'en a jamais été question depuis 2018. Et quand tu vois l'Arsenal de Mikel Arteta, eux, il n'en est pas question cette année. Il n'y a qu'à voir les 3 confrontations où Manchester City a mis un but seulement à Arsenal. Quand on sait que l'année dernière, sur les 3 confrontations, aussi bien en Cup, mais aussi en PL, ils avaient pris 8 buts Arsenal. Donc pour moi, sa principale information, à savoir que Manchester City ne fait pas peur en ce qui concerne les clubs de pointe de... Moins peur en tout cas, peur par rapport à avant. Non, je pense qu'ils font toujours peur, mais encore une fois... C'est plus du respect, de l'admiration, mais maintenant il n'y a pas... Quand on voit les derniers matchs, parce qu'il faut en parler de cette fameuse stat, tu vas perdre à Aston Villa à la régulière, où clairement... Oui, alors, attention, je précise, on ne parle pas du Big 6 de Première Ligue, le fameux Big 6 avec les clubs qu'on connaît. On parle battu 2 fois Manchester United. Il y a 2 victoires contre... match retour. Exactement, mais on parle de l'actuel top 5 de la Première Ligue. Oui, donc il y a eu Aston Villa, ce match 1-0, c'est peut-être le pire match de Manchester City cette saison. C'était en janvier, décembre, c'est ça. T'as été tabassé 1-0 fin décembre, début janvier. On a parlé du match de Tottenham, et on reparlera d'Haaland, où Haaland avait vendangé pas mal de situations. Peut-être que parmi tous les matchs contre le top 5, c'est celui peut-être où City méritait un peu plus. Oui. C'est contre Tottenham. Mais sinon, effectivement, les autres matchs... 4-1 à un moment donné, finalement ça fait 3-3, mais le fait que Tottenham avait eu beaucoup d'absents sur ce match-là, c'est vrai. Rehausse aussi la performance de Tottenham à ce moment-là. Contre Liverpool récemment, Contre une équipe un peu bis. Contre une équipe B, City peut gagner le match, mais City peut aussi le perdre, avec une équipe de Liverpool qui fait preuve d'aucun complexe en fait, malgré les absences. Et il y avait beaucoup d'absences. Donc c'est vrai que ça commence à... Surtout à la maison en fait. À la maison, moi j'avais... Parce qu'on peut rajouter Chelsea qui n'est pas dans le Big Five, mais tu perds des points quand même sur ce type de... 2 matchs nuls, 4 et 3-3. Tu perds des points sur ce type de match-là. Je me dis, City, normalement, sur ces matchs-là, arrive à avoir cette empreinte, à mettre cette empreinte pour... même pas pour gagner, mais pour désosser l'adversaire. Après, moi ce qui me fait quand même peur, c'est que on a donné cette statistique. Manchester City n'a pas gagné un seul match contre le top 5. Et ce qui fait peur, c'est qu'ils sont encore dans la course au titre. Ils sont encore à 3 points de Liverpool. Ils sont encore en vie.
Et Manchester City, il ne faut pas les laisser en vie. Et c'est ça qui me fait peur, c'est que City, ils sont capables sur les 9 derniers matchs de remporter quasiment les 9 derniers matchs. Surtout que contre le top 5, il leur reste 2 matchs. C'est contre Villa à domicile cette semaine et à Tottenham. Ensuite, ils ont pas mal de matchs, on va dire entre guillemets, un peu plus abordables. Donc pour le moment, Manchester City est encore en vie et ils sont capables encore une fois d'aller chercher le titre. Donc pour moi, je les considère encore véritablement comme l'un des favoris, si ce n'est le favori pour aller chercher le titre, malgré le fait qu'ils ont 3 points de retard sur les Reds. Mais si on enlève un petit peu ce côté un peu spirituel, parce que il y a le fait que Manchester City ont gagné les 3 derniers titres et que généralement lorsqu'ils sont impliqués dans un sprint final, ils arrivent à aller au bout. Donc il y a un côté un peu spirituel autour de Manchester City. Si on enlève un peu ce côté spirituel et qu'on s'intéresse qu'au sportif, là c'est vrai que je suis d'accord avec Elton et Walid, c'est vrai que contre les gros en tout cas ils font un petit peu moins peur. Ouais, mais il est acquis qu'à la différence de la saison dernière, ça sera moins net cette impression de supériorité, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la même époque l'année dernière, tu passes une valise à Liverpool à la maison, tu passes une valise à la maison face à Arsenal. Là cette année, il n'y a ni l'un ni l'autre. Ça je suis complètement d'accord. Après, c'est vrai, mais ils étaient quand même à ce moment de l'année, si je dis pas de bêtises, derrière, et ils ont su justement retrouver les... Et je pense que les 2 victoires, aussi bien face à Liverpool que face à Arsenal, ont donné énormément de confiance en plus de points pour attaquer la ligne droite du championnat. Là, si tu veux, je pense qu'il y aura une atmosphère bizarre contre Aston Villa, parce que le match contre Aston Villa, la limite, c'est pour rester en vie du côté de l'APL. Parce ça, que c'est sûr, si tu fais un mauvais résultat contre Aston Villa... Alors, il peut toujours arriver des choses, parce que c'est l'APL, c'est le championnat le plus compétitif au monde. Mais enfin, si par exemple tu fais match nul et qu'à côté de ça Liverpool gagne, c'est 5 points de retard. Non, mais c'est surtout qu'on pensait qu'avec le retour de blessure d'Erling Haaland, le retour de blessure de Kevin De Bruyne, qu'on allait avoir un petit peu les mêmes vertus. Les mêmes vertus. Et on y a cru aussi. Au moment où Kevin De Bruyne revient, il fait un match il y a un match en couple, là, c'est quoi, Luton ou Bournemouth? Luton, quand il met les 4 passes D. Ouais, 4 passes D, 5 buts d'Erling Haaland, où là tu dis c'est bon, là ça va partir ça va être n'importe quoi, ça va être le cirque. Et ça se traduit pas sur le match contre Liverpool où ces 2 joueurs-là passent complètement à côté. Et la même chose contre Arsenal. Et c'est vrai qu'en fait, moi, quand je dis il y a des choses qui m'interpellent, c'est que je suis pas sûr que le match contre Liverpool et contre Arsenal ait donné beaucoup de confiance à Manchester City, alors que ça aurait dû être le cas. Et surtout, c'est un peu les vases communicants. Si ça donne beaucoup de confiance à Manchester City, ça en donne beaucoup moins à tes adversaires, notamment Liverpool et Arsenal. Et moi, je pense que c'est tout le contraire. Parce que du côté de Liverpool, ils ont plutôt bien géré les absences. Et il y avait beaucoup d'absences, où il y a Salah qui revient, mais là, on a toujours Alisson qui est absent, Alexander-Arnold qui est absent notamment. Et de l'autre côté, Arsenal qui... ressort quand même grandi de la double confrontation où ils ont fait 4 sur 6 et quand ils en ont pris 4 l'année dernière, ils ont été très très solides. Donc même sur ça, sur le rapport psychologique, moi je pense que ça peut faire basculer les choses. Walid t'a donné un élément qui est très important et qui pour moi est une différence par rapport à la saison dernière, c'est que tes pièces capitales sont moins performantes que la saison dernière. À savoir que Erling Haaland a connu une blessure de 2 mois et mine de rien, il est moins extraordinaire, beaucoup plus ordinaire. Kevin De Bruyne n'a pas joué sur la première partie de saison et il est moins extraordinaire, un peu plus ordinaire. Même si lorsqu'il est revenu au départ, ça a été violent. Mais encore une fois, tu l'as dit, c'est une fulgurance, ça s'inscrit pas dans le temps. Et dernier élément, il a été benché quand même sur un match très important à Liverpool, Ruben Dias. On parle de 3 joueurs qui l'année dernière, à la même époque, ont une importance capitale dans le run final de Manchester City. Comment vous l'expliquez ça? Parce que là, on a soulevé quand même un point important, on l'a à peu près tous admis. Manchester City fait clairement moins peur qu'avant. Maintenant, comment on l'explique? Qu'est-ce qui peut expliquer cette méforme? Est-ce qu'il y a eu des blessures? Celle de Kevin De Bruyne qui a été absent, Rodri a aussi été absent, il y a eu des départs, des départs de Gundogan, le départ de Riyad Mahrez aussi. Il n'y a plus les mêmes automatismes. Un coup, c'est Kovacic au milieu. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été essayées. Forcément, est-ce que dans la lecture, ce qui ne nous permet pas, nous, d'être aussi un petit peu plus indulgents, ce sont ces éléments-là? Mais déjà, qu'on le veuille ou non, à partir du moment où tu as fait un triplé l'année dernière, il est évident que sur le plan psychologique, il y a une décompression inconsciente en quelque sorte. Ça me paraît évident. La deuxième chose de Kyle Walker aussi, qui est blessé là, qui s'était blessé durant la trêve internationale. Oui, mais du côté de Liverpool, il y a aussi beaucoup de blessures. Aussi, donc ça n'explique pas tout. J'ai l'impression qu'ils ont été habitués à devoir faire des fois sans les... Mais City aussi, ils ont eu des saisons sans De Bruyne. Les adversaires aussi se sont un petit peu adaptés en quelque sorte. Moi, quand je vois le match d'Arsenal là contre Manchester City, tu sens qu'il y a eu un apprentissage du côté d'Arsenal. Tu as essayé d'aller jouer à l'Etihad Stadium la saison dernière, tu as pris 4-1.
Là, cette saison, sur les 2 matchs, que ce soit lors de la phase aller ou lors de la phase retour, tu as décidé de laisser le ballon à l'adversaire, tu as décidé de mettre un bloc bas. Arsenal a même parfois joué avec une défense à 6, limite avec Jesus et Saka qui redescendaient quasiment dans des rôles de piston. Donc tu sens qu'en fait, les adversaires aussi s'adaptent, savent ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent surtout pas faire. Arsenal et Arteta ont bien compris qu'il fallait surtout pas aller presser très haut, parce que si tu presses très haut, City, ils arrivent toujours à trouver une solution dans les sorties de balles, et derrière, sur les transitions, on sait qu'avec Erling Haaland, ça peut faire très mal. Donc je pense que c'est un petit peu la réunion des deux, à la fois le fait que le fait d'avoir fait un triplé l'année dernière, en termes de motivation, c'est peut-être un tout petit peu plus difficile, et encore, c'est quelque chose d'inconscient, hein. Les joueurs de City ont envie de tout gagner, mais inconsciemment, le fait d'avoir fait un triplé, je pense que ça peut jouer sur les performances de l'équipe, et puis le fait également que l'adversaire, les adversaires, même plus globalement, se sont un petit peu adaptés. Walid l'a dit, psychologiquement, tu as des équipes qui n'ont pas eu peur de regarder droit dans les yeux Manchester City. Chelsea, qui fait une saison très décevante, a réussi à faire 2 matchs nuls contre Manchester City, c'est pas anodin. Arsenal, qui a eu énormément de difficultés contre Manchester City ces dernières années, cette saison, en 3 confrontations, si on rajoute également le Community Shield, ils n'ont pas perdu. Donc ça montre quand même qu'il y a quelque chose un petit peu qui s'est brisé. Et je rajouterais aussi, Elton l'a déjà un petit peu amorcé, c'est que tu as certaines performances individuelles qui sont peut-être un petit peu plus irrégulières que par rapport à l'année passée. On va parler d'Erling Haaland, mais Erling Haaland en est un petit peu le symbole. Ruben Dias, qui pour moi était peut-être le meilleur défenseur central avec Van Dijk en Première Ligue sur les dernières années, il est quand même moins costaud cette saison, et je pense que ça se ressent tout simplement. Mais Najim, tu l'as effleuré, mais pour moi c'est une problématique qui est tout aussi importante, c'est que Manchester City est sur une transition qui ne dit pas son nom. Et pour moi c'est un élément qui est très important. Pourquoi ? Parce que on a évoqué le départ de Gundogan. Jusqu'à preuve du contraire, Gundogan n'a pas été remplacé. Et même les Aymeric Laporte, les Riyad Mahrez, faut se représenter ces joueurs dans l'historique de Manchester City en PL. Je veux dire, Riyad Mahrez a été longtemps important du côté de Manchester City. On pourrait se dire qu'il était remplaçant, sauf qu'il y avait un certain standard dans ses performances. Je veux dire, on a eu un Riyad Mahrez qui, l'année dernière, est extraordinaire face à Tottenham. Sur la deuxième partie de saison. Sur la deuxième partie de saison, on a eu un Aymeric Laporte qui était tout aussi important. Ce que je veux dire par là, la notion de Manchester City qui avait 15-16 titulaires la saison dernière, moi je la retrouve pas cette saison à partir du moment où je pense qu'on est sur un groupe beaucoup plus hétérogène que la saison dernière. Et il y a des écarts de performance qui font que l'absence d'un Kevin De Bruyne, l'absence d'Erling Haaland est beaucoup plus sensible que l'année dernière. Après, on avait quand même dit que des joueurs comme Ricky Alvarez, comme Doku, Julien Alvarez, pardon. Julien Alvarez. Je sais pas pourquoi j'ai dit Ricky Alvarez. Ricky Alvarez, tu penses à l'ancien joueur. Ouais. Julien Alvarez, qu'un Kovacic devait apporter ça, qu'un Doku devait apporter ça. Et pour l'instant, ça a été fait, mais de manière un peu irrégulière. Julian Alvarez a eu de très bons matchs sur la première partie de saison. Doku a été en feu même par moment pendant la première partie de saison. C'est un peu moins le cas sur la deuxième partie de saison. Grealish réalise une saison un petit peu terne dans son ensemble. Kovacic n'a pas encore véritablement réussi à avoir le même rendement qu'il a pu avoir avec Chelsea. Et pourtant, on n'a pas non plus l'impression que Pep Guardiola force avec Erling Haaland. Il y a des matchs que j'ai en tête où il n'hésite pas à le remplacer ou à essayer de faire de la place aux autres. Erling Haaland, justement, parlons-en, parce que à l'image de ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur Manchester City, dans le sens où on est en train quand même de soulever des problèmes, des inquiétudes, alors qu'ils sont à 3 points de la première place, ils sont encore engagés en Ligue des Champions. Ils sont en course pour un triplé. Ils sont en course pour un triplé. Erling Haaland, il est actuellement meilleur buteur de la Première Ligue, et pourtant on a l'impression qu'il n'est pas trop dedans. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que je me rappelle qu'il y avait des débats l'année dernière sur Erling Haaland à des moments, ce qui peut arriver à des grands neufs, mais où il marquait pas trop de buts, mais on disait justement qu'il était quand même important pour l'équipe, qu'il apportait dans le jeu. J'ai l'impression que c'était plutôt le contraire. C'était plutôt le contraire. Je trouve qu'il marquait beaucoup de buts, mais que dans le jeu, on sentait que dans les grosses rencontres, il était très peu utilisé. C'était plutôt par rapport à ça. Mais en tout cas, il n'y a ni les buts ni l'utilisation. Entre guillemets, parce qu'il est quand même à 18 buts. Parce que pour moi, Erling Haaland, après attention, je ne veux pas non plus complètement dire que c'est pas à cause de lui, mais je trouve qu'il est aussi tributaire du collectif. On le sait, Erling Haaland, c'est un joueur qui va surtout être en bout de chaîne, qui va profiter des actions collectives de son équipe, et lui, dans la surface de réparation, il va être capable de couper au premier poteau, de marquer son but de la tête, de marquer les buts auxquels il nous a habitués. Donc je pense que voilà, c'est aussi un symbole. Si Erling Haaland est peut-être un petit peu en dessous par rapport à l'année dernière, c'est aussi parce que le collectif de Manchester City est un petit peu moins bon. Après, il est évident que normalement, quand tu es Haaland, tu as terminé 2e au Ballon d'Or, tu as terminé meilleur buteur l'année dernière de Première Ligue en battant le record. On s'attend à ce qu'il soit peut-être un peu plus fort dans les gros matchs. Et c'était déjà une critique qu'on pouvait lui faire un petit peu l'an passé. Rappelez-vous notamment sur les derniers tours de Ligue des Champions où Erling Haaland n'avait pas forcément été buteur. Rappelez-vous également même des derniers tours de FA Cup, notamment les finales, où il n'avait pas non plus été buteur. Donc je pense que c'est clairement une de ses marges de progression, être capable sur les gros matchs de peser un petit peu plus lourd, parce que
Je reprends encore le match contre Arsenal parce que c'est le plus récent. On ne l'a pas vu parce que Saliba et Gabriel ont été bien au-dessus. Ils ont Saliba, réussi c'est complètement à l'annuler. une Le constante. problème, c'est qu'on l'a pas vu sur 3 matchs contre Arsenal. Ouais. Exactement. Avec Arsenal, Et globalement, dans les c'est gros un peu matchs, la kryptonite, Saliba. contre le top 5, c'est un but contre Liverpool, Erling Haaland. Donc ça montre quand même qu'il y a vraiment une marge de progression sur les gros matchs. Et pour le coup, sur les matchs contre le top 5, moi je trouve qu'il y a des matchs où ils vont City. Hein. En fait, c'est ça que j'allais dire. Parce que moi, Tu parlais du match contre Tottenham. Le match contre Tottenham, où clairement il a des énormes C'est occasions. vrai. Et si on a du respect pour Erling Haaland, qui est un Bien buteur incroyable, il doit jamais ne pas les mettre. Il en a aussi contre Chelsea. Dans le temps fort de Chelsea, puisque c'est pas contre le Big Five, mais en tout cas, il a des grosses occasions qu'il vendange. Il en a une grosse contre Arsenal aussi. Contre Arsenal hier, il en a eu une aussi très grosse. Au deuxième poteau, encore une fois, le Erling Haaland que l'on connaît. qu'on a vu là, sur les dernières années, doit la mettre. En tout cas, nous, on s'habitue et puis on juge par rapport à ce standard-là. Et c'est vrai que sur le dernier match contre Liverpool, à Anfield, alors c'est pas le seul responsable, mais il est totalement transparent. Ouais. Et on le voit pas du tout. Et surtout, donc ça commence un petit peu à faire beaucoup par rapport à ça. Plus, si on mélange, parce que là c'est Manchester City, le fait de ne pas avoir qualifié la Norvège pour l'Euro, même s'il n'est pas le seul responsable, il y a un entraîneur, il y a des joueurs autour, etc. Mais on est quand même sur une période et sur une saison de Erling Haaland où, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu des débats l'année dernière, il nous a bien fermé nos bouches. L'année dernière, on aimerait bien que ça soit le cas aussi sur les prochaines semaines, parce qu'il y a encore la Ligue des Champions et il y a cette double confrontation contre le Real Madrid où il peut nous répondre positivement. Mais pour l'instant, dans les gros matchs cette saison, moi, je suis pas satisfait. On n'est pas dans le bénéfice. Hein. Elton, est-ce qu'on peut pas se dire, je vais pas dire, c'est rassurant, mais c'était quand même effrayant à quel point Erling Haaland jusqu'ici était un tueur dans tous les matchs, les statistiques depuis Dortmund notamment. Est-ce que une saison où il va plutôt mettre 20-25 buts plutôt que 35-40, c'est pas normal pour un joueur de football professionnel qui va justement peut-être se servir de ce genre de saison pour En fait, relever la tête. Erling Haaland n'aurait plusieurs paradoxes, à savoir que c'est un joueur qui est déjà confirmé, mais c'est un joueur qui, de par son jeune âge, est encore en apprentissage. Donc il y a qu'à voir notamment sur la réalité physique. C'est un joueur qui est soumis à des blessures. Bon, l'année dernière, il avait été quand même plus épargné, mais moi, ça me rappelle ce qu'il avait connu du côté de Dortmund sur sa dernière saison où il avait été absent pendant longtemps. Et forcément, ça met un peu plus de temps à revenir. Alors, il peut se sauver notamment par l'aspect statistique, mais par contre, au niveau de la confiance, au niveau de la continuité, on ressent un joueur qui n'est pas dans la pleine mesure de ses moyens. Et donc, par rapport à ça, Erling Haaland devient prévisible, autant pour ses adversaires qu'autant que pour ses coéquipiers, dans la mesure où, en gros, il ne fait pas nécessairement de différence. Maintenant, comme l'a dit Walid, on arrive sur le sprint final, à savoir que Manchester City est engagé sur 3 trophées. Est-ce que Manchester City pourra se satisfaire d'Erling Haaland qui aura des fulgurances qui te permettront d'arriver au titre, compte tenu de ce qui s'est passé cette saison, avec une saison post-triplé, moi je pense qu'ils s'en satisferont. Mais encore une fois... Non mais il est capable là sur les prochains matchs et sur les 8 Bien matchs sûr. de mettre une dizaine de buts. C'est une saison qui souffre de plusieurs réalités. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus le Erling Haaland qui est dominant. Ce qui ne l'empêche pas, à côté de ça, d'être le meilleur buteur de première ligue. Il est meilleur buteur de première ligue par défaut, parce que Salah a eu aussi une grosse blessure. Exactement. Il a des concurrents en dessous qui n'ont pas le même standing, et que quoi qu'il arrive, même s'il fait pas une énorme saison, il a des matchs. Moi je me rappelle, je crois que c'est un match contre Everton où il met doublé à la fin, où tu le vois pas du match, et les 2 buts ils sont à la Haaland, quoi. Brutal. Donc il est capable de faire ça, et surtout qu'en plus sur ce match-là, après l'ouverture du score, il avait eu un peu plus d'espace, et on le sait, quand il a de l'espace, c'est John Alomou. Voilà, c'est John Alomou, c'est un rugbyman. Donc globalement, il est capable de le faire. Maintenant, on peut aussi dire que sur cette période-là, pour l'instant, et notamment sur les gros matchs, ça fait partie de l'analyse de Manchester City, où Haaland, l'année dernière, meilleur buteur, meilleur joueur, même si moi je dissocie souvent le meilleur joueur du meilleur buteur. Tu peux mettre 40 buts et pas forcément être le meilleur joueur de première ligue. C'est un débat qu'on pourra faire plus tard. Même si il méritait quand même bien son sûr, trophée. Hein. Mais il faut que tu sois le meilleur joueur. Quand tu es meilleur buteur, c'est que quand tu marques pas, qu'est-ce que tu fais ? Comment t'apportes ta pierre à l'édifice ? Moi, ce qui me dérange avec Haaland, c'est que soit il vendange dans les gros matchs cette saison, soit il disparaît, soit on le voit pas du tout. Donc en fait, dans le rapport... Est-ce que ça n'est pas partie aussi de la nature du joueur ?
Bah oui, mais à un moment donné, moi j'aimerais bien De son profil, moi, je veux dire, moi, le j'aimerais- profil de joueur. J'aimerais bien que quand il marque pas, et ben qu'on se dise, bah il a eu quand même un impact. Il a pesé, ce qui a permis aux autres joueurs autour d'être meilleurs, d'avoir des prises à 2, d'avoir des prises à 3 pour que les autres puissent s'engouffrer. Et c'est pas ce que je ressens. Moi, je ressens il y a certains matchs où Haaland, en fait, il n'existe pas, il n'est pas là. Et ça, c'est C'est vrai que, tu vois, tu t'en as parlé un peu aussi, Sam, c'est que l'année dernière, on lui reprochait le fait de marquer beaucoup de buts, mais de pas trop participer au jeu. Mais au fil de la saison, c'est vrai que de temps en temps, il y a eu de manière épisodique certains matchs où je me souviens notamment du 4-1 contre Arsenal, où dans son rôle de pivot, Exactement. il avait fait beaucoup de bien à Manchester City. Ça, c'est vrai, ouais. Et on s'attendait peut-être, moi en tout cas, je m'attendais peut-être à une progression sur ce plan-là. Et finalement, pas du tout. En fait, cette saison, il y a eu très peu de matchs où Erling Haaland a participé au jeu et a aidé véritablement la contribution collective de son équipe. Donc oui, c'est vrai qu'on peut lui reprocher certaines choses à Erling Haaland, c'est ce qu'on vient de faire, mais j'ajoute quand même pour nuancer que c'est pas non plus le seul joueur, encore une fois, que je pointe du doigt dans cette équipe. Il y a plein d'autres joueurs, on les a énumérés, notamment Ruben Dias, notamment Kevin De Bruyne depuis quelques semaines, qui doivent aussi faire mieux pour cette équipe de Après, Manchester ça va City. aussi avec l'exigence, hein, Najim. Bien sûr, le fait avec ça d'autres joueurs. Erling Haaland, top 2 ballon d'or. Ah, je suis d'accord avec encore toi, une bien fois, sûr. Il a plus de responsabilités. Moi, par rapport à ce que j'ai sur d'autres joueurs, je suis obligé d'être cohérent. Haaland, quand c'est pas bon à un moment donné. Et puis, c'est pas très grave. Et puis, il a une fin de saison qui peut nous faire, comment dire. Je l'attends beaucoup parce que tu sais, il y a un paradoxe, c'est que on a dit qu'Erling Haaland ne marquait pas beaucoup dans les grands matchs, et moi pourtant, je trouve que son profil, il a un petit peu changé, un petit peu la nature de Manchester City, parce qu'en fait, vu qu'il est très bon dans la capacité à prendre l'espace et à s'engouffrer dans le dos des défenseurs, je trouve qu'il a permis à Manchester City de progresser sur les transitions défense-attaque. On a eu plein de buts d'Erling Haaland, que ce soit l'année dernière ou cette saison, notamment contre Everton, où il prend la profondeur et sur des contre-attaques, il est capable de marquer. Et justement, dans les gros matchs, normalement, qui sont des matchs un petit peu débridés, un petit peu plus ouverts, il devrait être capable d'apporter ça à Manchester City. C'est pas ce qu'on voit. Là, il reste encore 2 mois de compétition avec des matchs importants, notamment en Ligue des Champions. J'attends de voir si Erling Haaland va être capable de le faire. Allez, dernière petite question, après on passe à l'instant Winamax et on conclut. Elton, juste tout ce qu'on a dit là en perspective de ce quart de finale de Ligue des Champions qui arrive face au Real Madrid. Comment tu vois Manchester City aborder ce match? Avec quel statut? Est-ce que tu es inquiet en vue de la double confrontation? Oui, c'est dans la continuité de ce que j'avais dit dans la preview en ce qui concerne le Real Madrid et Manchester City, à savoir que pour moi, Manchester City est une équipe moins bonne que la saison dernière, parce que c'est une équipe qui est beaucoup plus fragile, avec des individualités qui sont moins performantes que la saison dernière, et ça peut profiter à un Real Madrid. Donc par rapport à ça, Manchester City peut passer, mais moi aujourd'hui, je ne serais absolument pas surpris du fait de voir un Manchester City qui subisse énormément sur les transitions, qui soit davantage challengé sur la défense, et qui en attaque soit stérile, parce que on l'a très peu évoqué, mais le Gundogan manque énormément dans cette capacité à donner la dernière passe, dans cette capacité à apporter du but. Et On rappelle que dans le sprint final, c'est le joueur le plus important. C'est le joueur le plus important, avec des matchs très déterminants. Je fais référence à la finale de Cup. Bien sûr. Ce qu'il a Le Aston Villa, le dernier match, c'est lui qui donne le titre. Hein. Ils perdent 2-1. Il y a 2 ans. Ça, c'était la saison d'avant. C'est la saison d'avant, oui. C'est la saison d'avant. Everton où il te met un but Olivier Tom. Donc ça, tu vois, dans cette capacité justement à amener le danger d'une autre manière, parce qu'il est question de ça. On a eu la parfaite représentation du côté de Manchester City hier. À partir du moment où Haaland disparaît de la carte, parce que Arsenal a fait un excellent travail défensif, qui est capable de s'émanciper et d'apporter sa contribution but. On a vu Foden sur la première partie, enfin tout au long de la saison, mais quand Foden n'est pas là, il faut qu'il y ait aussi une autre personne qui apparaisse, et cette personne-là était Gundogan. Donc moi, face à un Real Madrid, je me dis que c'est une équipe qui est beaucoup plus fragile et donc susceptible de sortir. Et la réponse pour la Ligue des Champions dans une dizaine de jours. Avant ça, il y a le retour de la Première Ligue et ça va être l'occasion de faire la transition vers l'instant Winamax. Les socios, on va parler d'un seul match, le match entre Manchester City et Aston Villa. Avant ça, évidemment, on vous rappelle, jouer avec parcimonie, on fait attention, ça ne doit pas prendre une place trop importante dans votre vie. Si jamais c'est le cas et vous avez des difficultés, n'hésitez pas à appeler et à contacter les services qui s'affichent juste en dessous. Manchester City, Aston Villa, gros match. On se rappelle du match aller. T'en parlais tout à l'heure, Najim, avec un score qui ne reflétait peut-être pas à quel point Aston Villa avait été impressionnant. Cette fois-ci, les hommes d'Unai Emery vont se déplacer du côté de l'Etihad Stadium, un Etihad Stadium qui est plus prenable qu'avant, on a l'impression, en tout cas. Même s'ils sont invaincus quand même depuis 1 an et demi. Leur dernière défaite, c'était face à Brentford avant la Coupe du Monde, au mois de novembre. Donc ça reste quand même une série assez folle. Et pour toi, cette série va se continuer?
Je pense. C'est-à-dire que moi, j'ai du mal, de toute manière, à chaque fois, j'ai du mal à voir une équipe gagner à l'Etihad Stadium. Parce que justement, ils ont ce sprint incroyable. Ça fait 1 an et demi qu'ils n'ont pas perdu. Et ça reste difficile de gagner à l'Etihad. On l'a vu même à Arsenal. Surtout avec Rodri. Voilà, Arsenal a réussi à faire match nul, mais ils n'ont pas réussi non plus à l'emporter. C'est vrai qu'en plus, au match aller, tu fais bien de le rappeler, Rodri était absent. Ça se jouait à Villa Park. Mais tu vois le Aston nul. Villa était dans une très très belle dynamique. Mais je vois quand même un petit match nul. J'ai envie de le tenter en tout cas. Je me dis pourquoi pas. En pleine semaine comme ça, après un match contre Arsenal, je me dis qu'Aston Villa peut être capable d'aller accrocher le nul. Aston Villa est pas dans une mauvaise dynamique, ils sont pas non plus dans la même dynamique qu'ils étaient sur la première partie de saison. Ils ont gagné ce week-end, ils avaient fait match nul également contre West Ham, donc ils sont quand même plutôt dans une bonne dynamique. Je pense qu'ils peuvent poser des problèmes à cette équipe de Manchester City, et on en a parlé tout à l'heure sur l'aspect psychologique. Le fait d'avoir gagné au match aller, ça peut leur donner de la confiance à Aston Villa. Donc je vois le match nul et je trouve que la cote elle est belle. 6, pour moi ça se Et tente. pour accréditer l'idée que Manchester City est moins souverain cette saison en PL, Aston Villa peut revenir à 2 points de Manchester City s'il gagne. Ah oui, d'accord. Donc, En cas de victoire. en cas de victoire. Donc tout ça pour dire que du côté de Manchester City, c'est un match qui est ô combien important, aussi bien dans la perspective du titre, mais pour éviter qu'Aston Villa revienne à 2 points. Ouais, je vois pas Aston Villa gagner quand même. Oui, Toi, oui, Walid, non, moi mais Ouais. aujourd'hui, c'est une possibilité réelle à partir du moment où Aston Villa a gagné le match aller. Tu Oui, ne après, vois c'est pas, un toi, contexte Walid, différent. tu ne vois pas C'est Aston deux équipes Villa qui s'affrontaient. aller s'imposer. Tu ne te mouilles pas sur le résultat. Tu penses qu'il y aura des buts, en tout cas au moins Ouais. un. Moi, je vois globalement City gagner 2-1, 3-1, mais je vois Aston Villa marquer et je vois Oli Watkins marquer. Oli Watkins Avec qui, une cote très intéressante. qui a 15 buts, 10 passes décisives 16 même. 16 buts, 10 passes décisives en première ligne. Et je pense que City, en plus avec la blessure de Nathan Ake, on ne sait pas si Walker va revenir. Je pense qu'ils vont concéder des transitions et qu'il y a des joueurs qui peuvent donner le ballon à Watkins dans les meilleures conditions. Et moi, je pense que la cote, elle est intéressante. On parle quand même du 2e, voire 3e meilleur buteur de Première Ligue derrière Erling Haaland. Et je le vois marquer là-bas. Mais je vois quand même néanmoins City gagner, mais un match avec des buts. De toute façon, finalement, toutes les grosses équipes sont venues à l'Etihad en marquant. Sauf Arsenal. Sauf Arsenal. Chelsea, Tottenham, United notamment. Donc je pense que Aston Villa fera de même. Toi, avant de passer à ta cote, Elton, c'est pas une cote qui te parle, Oli Watkins? Non, c'est pas une cote qui me parle. C'est pas un attaquant qui t'inspire énormément, si? C'est un bon attaquant, mais moi je me dis que Manchester City, qui n'a pas pris de but contre Arsenal, je ne vois pas pourquoi il prendra un but contre Aston Alors, Villa. quelle est ta cote? Alors moi j'irai sur Phil Foden, dans la mesure où Phil Foden, certes il n'a pas été à son avantage contre Arsenal, mais à côté de ça, au vu de sa saison et de sa capacité à être régulièrement décisif, je me dis que sur un match important, Phil Foden est capable de marquer, et la cote me met dans ça, à savoir que c'est 2,65. Donc Phil Foden buteur. Phil Foden à 2,65. Najim, le match nul à 6. Là, il y a un gros coup à jouer. Et Walid, Watkins. 4,40. Toi, comme Oli ça, la Watkins. volée, non Il n'y a pas un petit truc que tu vois Sur ce match-là, là, Ouais, en pleine semaine, un mercredi soir. oh, là j'ai les stats devant moi. Ouais. Je vais vous dire, moi, celle que je vois, je me mouille pas. Hein, c'est pas une stat qui va me faire prendre beaucoup de. Voilà, c'est 1,64. Les deux équipes marquent. D'accord, Moi, ok. je vois celle-ci. Pourquoi pas À la limite, si vous voulez la mettre dans un my match Ouais, avec dans un un truc un combiné peu avec safe. buteur, Pourquoi elle pas est à 1,64. Donc voilà, les socios. Merci beaucoup, Merci à toi, Elton. merci à Merci toi. Najim. Merci Walid Merci aux de socios. m'avoir entouré sur cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à réaliser cette émission. Fares, Yanis et Enrique qui étaient là avec nous. Et les socios qui nous écoutent en podcast également. Merci et on vous salue. Et on se dit à bientôt pour un nouveau rendez-vous du temps additionnel. Ciao.